tablettes, tu y as accès comment en fait? Elles sont conservées pour le moment au musée d'Héraklion. Et donc j'ai demandé un permis. Et donc là je vais pendant une semaine au mois de juin les observer, prendre des photos, etc. Parce qu'il y a des choses, elles ont toutes été publiées, donc j'ai des photos noir et blanc. Mais pour tout ce qui est la texture, couleur, c'est important de voir si elles ont été, la manière dont elles ont été brûlées. Et donc ça je ne sais pas le voir tant que je n'étais pas manipulée en fait. Ça c'est, je peux demander un permis. Tu lis le linéaire B? Oui, mais c'est pas très compliqué dans le sens où il n'y a qu'un certain nombre de signes. Donc c'est un signe égale une syllabe, ou bien un signe égale une idée. Et donc il y a plus ou moins, grosso modo, 80 signes pour les syllabes, et puis une soixantaine pour les idées. C'est quand même classe sur un CV. Je peux répondre au linéaire B. Non mais ce qui me frappe, je vais vous laisser la parole, mais je voulais quand même, il y a quelque chose qui me frappe quand même, c'était pareil tout à l'heure pour les présentations, c'est quand même la présence très forte de l'interdisciplinarité dans tout ce qui a été présenté. Je trouvais que voilà, moi je voulais t'interroger, Nathalie, sur le fait que est-ce qu'il te faut des compétences d'architecte, tu vois, et d'ingénieur pour analyser ton plan relief. Toi, Delphine, il y a la dimension quand même du livre. C'est quand même pas, voilà, utiliser les frontispices, c'était pas anodin, mais tu as bien précisé, voilà, toutes les dimensions qui sont, voilà, mais il fallait se regarder quand même sur l'histoire du livre. Voilà, pour Ophélie. Voilà, il y a la dimension linguistique qui est quand même aussi importante. Enfin, voilà, pour tous, je trouvais que c'était quand même assez frappant. Et là, même des compétences artisanales. Voilà. Où est-ce qu'on voit l'air que je mets là tout? D'accord, soit. Enfin voilà, je trouvais que c'était quand même très très fort. Parce que bon, finalement, les deux grandes composantes de l'Institut, c'est, on va dire, grosso modo, toute la partie histoire et lettres. Hein, c'est vraiment... mais on voit bien, presque dans tous les sujets, les deux se croisent en permanence. Je ne sais même pas si on peut parler d'ailleurs d'interdisciplinarité au sens strict, mais plutôt des objets qui appellent d'eux-mêmes des compétences variées dans ce domaine, enfin dans ces domaines-là, qui se complètent naturellement. Voilà, ça je pense qu'il y a... Mais je trouve que c'est un élément assez fort et assez frappant de tout ce qui a été présenté depuis ce matin, quoi. Et je pense que ça va continuer sur les 3 prochaines présentations. Mais bon, si je peux rebondir là-dessus, je crois que Paolo l'expliquerait bien quand tu expliquais que tu devais peut-être un peu improviser, dessinateur, informaticien, ça. En tout cas, moi c'est la même chose, j'ai l'impression que dans les thèses, la plupart du temps comme ça, on est un peu amené à développer des compétences. Parce que voilà, on va pas à chaque fois, on n'a pas toujours un informaticien sous la main pour nous faire des beaux modèles 3D, ce genre de choses. Et donc, je trouve que c'est aussi la richesse de la thèse, c'est que on a peut-être plus de temps pendant la mémoire, et donc du coup, on se développe aussi des compétences, et c'est aussi en fonction, je pense, de nos affinités, mais c'est parfois des défis plus techniques en fait, mais où on se forme à un programme ou à un logiciel, bêtement pour la référence bibliographique, et je trouve que ça c'est des choses à valoriser après, parce qu'on parlait de quoi faire après la thèse, mais ça clairement c'est des choses après qui sont valorisables, parce que c'est des compétences quand même qu'on développe, quoi, et en dehors de... Parfois on a l'impression qu'une thèse c'est sur un sujet tellement précis qu'après qui a besoin de quelqu'un qui écrit du millionnaire B, mais quelque part il y a tout le reste autour, et je pense que c'est ça qui est intéressant. Mais je pense que c'est un point important en effet, hein, le fait que la thèse, voilà, on part d'un sujet, hein, tout à l'heure il y avait une question sur l'évolution finalement, mais c'est pas seulement le sujet qui va évoluer, c'est en effet toutes les compétences qu'on va devoir acquérir, et ça je crois que c'est valable pour toutes les thèses, de manière différente à chaque fois, et dans des proportions différentes, mais il va falloir qu'on sorte de notre zone de confort. En gros, c'est ça. C'est ça aussi la recherche, hein, c'est sortir de sa zone de confort pour aller vers quelque chose qui est un peu l'inconnu et qu'on va faire connaître pour soi-même et puis après les autres.
Et c'est ça qui, en effet, est valorisable, outre la connaissance érudite qu'on acquiert sur un domaine, mais c'est aussi tout ce qu'on arrive à développer en plus, et qui peut être transposable, réinvestissable dans d'autres domaines, communicable aussi à d'autres. Ça sont des éléments importants et que souvent les doctorants sous-estiment ou ne voient pas suffisamment clairement. Donc voilà, et on essaie de les aider à voir ça. Mais il y avait une question là. Oui, dans le même sens, un peu pour rebondir là-dessus, je me demandais pour Paolo et peut-être Nathalie aussi, comment justement les compétences que vous n'attendiez pas nécessairement et que vous avez improvisées ou que vous avez commencé à développer ont aussi un effet de retour sur votre travail de recherche, et comment est-ce que par la visualisation, comment est-ce que ça te confronte à ton objet de recherche, au développement du savoir même. Donc ce n'est pas seulement dans le sens de créer, reconstituer une visualisation du bâtiment, mais comment est-ce que les problèmes que tu peux rencontrer dans le dessin et dans la création visuelle soulèvent des questions auxquelles tu n'aurais peut-être pas pensé. Dans mon cas, toute la partie graphique, disons, n'est pas née d'une volonté de communiquer mes résultats, mais d'une nécessité pour moi de visualiser les choses. Parce que bon, c'est peut-être ma manière de voir les choses, mais j'avais besoin de voir, par exemple, je dois restituer les escaliers de cet édifice. Je ne conserve que 3 marches, et j'avais plus ou moins les murs, mais je voulais vraiment voir comment cet escalier pouvait fonctionner. Et donc le modèle 3D dans ce cas-ci a une valeur scientifique de recherche avant tout. Là je l'ai présenté comme quelque chose un peu gadget pour la montrer au public, mais ça c'est la conséquence. Mais à la base, c'est né de cette volonté pour moi de comprendre les choses, et grâce à, bon, le modèle est un parmi d'autres, mais grâce à ça, par exemple, j'ai pu voir si ma théorie fonctionnait, ou si j'ai pu comprendre la fonction de certaines pièces, en fonction de l'illumination, par exemple, si une pièce est plus ou moins illuminée, ou si elle est mise en évidence, visible de l'extérieur ou pas. Donc c'est ça, le moteur principal, c'est bien sûr c'est la recherche. La valorisation n'est que la conséquence. Donc après, oui, parfois on est forcé à dépasser ses limites et à se dire pourquoi ne pas le faire soi-même. Et c'est là que vient, voilà, j'avais besoin de visualiser, je me suis dit comment est-ce que je peux faire ça. Il y a des modèles 3D, mais comment le faire, aucune idée, à qui demander, je ne sais pas. Alors je me suis dit je vais essayer moi-même, on va voir le résultat. Et après les résultats y sont. C'est ça aussi le moteur de la recherche qui te pousse à faire des choses que tu n'avais jamais pensé possibles avant. J'espère avoir répondu à ta question. Oui, non, tout à fait, exactement. Merci. Oui, ça. J'en profite pour rebondir avec une double question aussi pour Paolo. Avec ces reconstitutions, tout d'abord, je me demande quelle est la part d'interprétation, parce que tu parlais parfois de reconstitution à partir de micro-fragments. Alors, comment est-ce que tu hiérarchises une reconstitution tout à fait du certain jusqu'à je sais pas, un certain pourcentage ou plusieurs possibilités? Enfin, quelle est la part de ton interprétation là-dedans? Et ma deuxième question serait toutes ces valorisations, même si elles servent pour la recherche, ces reconstitutions, dans quelle mesure tu collabores, ou peut-être pour le futur, avec Hostie pour la valorisation in situ pour les visites des touristes? Déjà pour la première question, oui, il y a, disons, des années et des années de recherche et justement dans cette optique qu'on ne peut pas tout restituer, on ne peut pas restituer n'importe comment. Il y a des règles très strictes à respecter au niveau de la charte graphique simplement. Et donc on a beaucoup de codes entre spécialistes, mais c'est vrai que c'est une question très problématique. Disons que tout ce que j'ai restitué est très vraisemblable, n'est pas vrai, parce que ça reste une restitution, mais je ne peux pas tout restituer de la même manière. La paroi que j'ai restituée en entier, j'ai pu le faire parce que j'ai des fragments plus gros que des tout petits fragments, et parce que ces fragments étaient suffisamment explicites que pour permettre une restitution. Pour d'autres choses, je ne peux que proposer une mini-restitution du motif, et donc je ne peux pas tout faire non plus. Ça reste un outil scientifique avant que de valorisation. Mais ça, il faut réussir à trouver l'équilibre entre faire une restitution scientifiquement valable, et donc il y a plein de codes, des personnes ont inventé un système avec des lignes en pointillés ou bien des lignes rouges qui coupent la restitution
pour montrer qu'un panneau peut être plus large ou plus haut, donc on ne connaît pas les dimensions. Mais là, on perd du point de vue de la médiation, parce que dans un musée, si quelqu'un voit une peinture avec toutes des lignes en pointillés, des lignes rouges ou des carrés qui se collent dessus, après ça parle moins. Et donc, il faut trouver le juste équilibre, et ça dépend aussi dans quel contexte tu publies ou tu montres ces restitutions. Donc c'est sûr que la restitution du bâtiment est plus fragile du point de vue scientifique que la restitution des peintures, où là on a vraiment des règles. La restitution du bâtiment se base aussi sur plusieurs canons et règles au niveau de l'épaisseur des murs, des fondations, ça j'ai déjà dit à quelqu'un avant. Mais il faut trouver cet équilibre. Mais les possibilités de valorisation sont très grandes après, parce que tous ces outils scientifiques dont nous on dispose peuvent être adaptés à la suite pour la valorisation en public. Et à Ostie même, on a une situation un peu difficile pour l'instant, parce qu'avec des changements de gouvernement et des changements de surintendance, etc., on n'a pas le dialogue aussi ouvert qu'on avait auparavant. On est dans cette phase de transition. On avait un projet de valorisation des peintures dans le musée, avec des restitutions et sur place avec les fragments replacés dans une restitution en grandeur nature, comme on fait dans beaucoup de musées en Europe. Mais le surintendant a changé et les nouveaux ne sont pas aussi ouverts à la collaboration avec des externes. Mais le directeur vient de changer la semaine passée, donc on espère... Tout est possible. Tout est possible, donc on attend, si elle reste en fonction, on espère pouvoir... Mais le matériel est là et il est valorisable à 100%. Il suffit d'un peu de bonne volonté et on peut tout faire. Voilà. Il y a aussi une question récurrente, je trouve, qui revient dans les présentations, c'est donc cette question justement de la valorisation auprès d'un plus large public. Donc on voit que certains sujets s'y prêtent plus immédiatement que d'autres. Je pense que quasiment tous les projets pourraient s'y prêter, parce que le grand public est très vaste, n'est-ce pas, très diversifié, les intérêts de chacun. Mais voilà, c'est ça, il suffit juste, par contre, de choisir le bon lieu et le bon support. Voilà, des gens qui ne sont pas du tout intéressés par l'archéologie, c'est pas la peine de leur restituer, voilà. Je sais pas, Ostie ou Rome, ou que sais-je. Mais donc j'ai l'impression que c'est quand même une préoccupation qui est là de façon assez importante, et donc ce serait intéressant d'y réfléchir de manière plus large. D'y réfléchir évidemment en tenant compte de ce que vous savez, enfin ce que les doctorants savent être très important, c'est vulgarisation, oui, mais maintenant les conditions, enfin, la qualité scientifique, mais les conditions dans lesquelles une recherche scientifique s'élabore, voilà, qui n'autorise pas n'importe quelle simplification, n'importe quel raccourci d'argumentation, etc. Mais je trouve que c'est une question vraiment importante. Et l'autre question qui va avec, il y en a plusieurs ce matin aussi qui ont dit, bon, et à quoi ça sert d'étudier ça? Je vais vous dire à quoi ça sert, quoi. Et donc, mais je trouve que par contre, ça c'est une question un peu à double tranchant, et voilà, c'est parce qu'on reste toujours dans la position de devoir se justifier d'étudier quelque chose que personne d'autre n'a étudié, qui est tout petit, qui a priori n'intéresse que nous, ou alors 2-3 personnes qui sont des bons copains autour de nous et qui disent ah oui c'est super, voilà. Mais je pense que non, ça va au-delà, quoi. Donc il ne faudrait pas, je dirais, on va dire, intérioriser la justification à laquelle nous sommes soumises régulièrement quant au bien fondé de nos recherches, qu'on s'interroge sur la vulgarisation, sur la diffusion, sur la manière ce que notre recherche peut apporter, par exemple, à la société en général, au débat public, ou ça, je trouve que ce sont des questions légitimes et qu'on doit se poser et auxquelles on doit apporter des réponses. Mais je dirais l'autre volet qui est justification de notre raison d'être, etc., là je trouve que c'est beaucoup plus pervers comme questionnement. Et alors, surtout pour des doctorants qui déjà se posent beaucoup de questions et doutent beaucoup, si vous rajoutez à ça en plus, puis en plus à quoi ça sert vraiment, non, là je crois que c'est mal parti. Donc je trouve que c'est une question qui devrait être abordée. Je ne sais pas si dans Artes vous avez abordé ces questions-là dans ces ateliers. Ce qu'il y a, c'est que c'est une question qu'on nous pose. Donc c'est ça, mais c'est pas tellement qu'un doctorant...
bah, La famille, les proches, Voilà, la c'est société. ça, voilà. Mais donc c'est pour ça, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut arriver pour soi-même à retourner cette question et ne pas l'intérioriser, parce que voilà. Convaincu soi-même de l'intérêt. Oui, voilà, en gros, autrement, c'est comme intérioriser une sorte de surmoi social qui dit, bah non, mais ça intéresse trois pelés un tondu, pourquoi tu te occupes, quoi. Bon. Alors que, bon, en général, quand on commence une thèse, il y a plein de raisons pour lesquelles on commence une thèse, mais la plupart des doctorants que moi j'ai rencontrés, c'est des gens passionnés, c'est des gens curieux, c'est une aventure de vie, hein, une thèse, c'est une aventure intellectuelle, mais aussi donc une aventure de vie. Donc voilà, ce sont de très bonnes raisons de commencer cette thèse. Alors si après on se dit, ouais, mais bon, peut-être que ça ne sert pas à grand chose, mais bien sûr que si, ça sert à quelque chose, quoi. Autrement, vous ne financerez pas, déjà. Voilà. C'est une chose. Puis autrement, il n'y aurait pas d'institut de recherche et voilà, on ne ferait pas de journée de ce genre, etc. Donc, mais je trouve que c'est important de vous sensibiliser à ces... Et je dois dire, c'est aussi valable pour les étudiants, hein, parce que moi, j'ai déjà eu des étudiants en master qui me disent, oui, ma famille me dit, mais à quoi ça sert que j'étudie ça, quoi, hein. Bon. Alors, il y a des réponses auxquelles qu'on peut trouver, mais je trouve intéressant quand même d'avoir sa propre argumentation sortie un peu de cette position un peu obligée dans laquelle on se place, de se justifier. Bon, je vous rassure aussi tout de suite, il n'y a pas que les étudiants ou les doctorants qui sont soumis à ça. Alors là, vraiment, même au plus haut niveau, on y est aussi tous soumis, hein, y compris l'université. Donc voilà, donc nous sommes tous concernés par cette question. Ça, c'est clair. Mais voilà, je voulais juste attirer votre attention sur un peu le double tranchant de la question quand on la pose. Parce que, alors, surtout si, là encore, vous parlez à un public à peu près convaincu, quoi, de toute façon, du bien fondé. Mais si en plus vous la posez à un plus grand public qui déjà se pose des questions, bah, lui-même il se demande pourquoi, ou elle-même se demande pourquoi il ou elle fait ça, quoi. Donc, voilà. Bon, voilà, c'était un petit élément que je trouvais important. Je ne sais pas s'il y a d'autres remarques ou questions. D'autres ordres éventuellement. En tout cas, la présence du numérique aussi, c'est des choses, je vois que c'est très 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 présent. Ça. Et comme les questions qui ont été posées, pas seulement à titre d'outil, mais véritablement à titre heuristique. Enfin, comme voilà, l'usage d'un nouvel outil permet en retour d'éclairer de manière différente l'objet. Voilà. Donc c'est pas seulement ici pour faire de belles images ou conserver, non, c'est pour se poser des questions différentes sur les objets. Je trouve que c'est des choses vraiment intéressantes et importantes. Et ça va aller croissant, je pense. J'avais justement une question par rapport à Nathalie, c'est toi qui avais parlé ce matin de la collaboration avec un... Oui, un laboratoire informatique. Oui. Comment est-ce que c'est... c'est annoncé cette collaboration? C'est via promoteur, copromoteur? Alors, c'est toi qui as été les trouver ou... En fait, donc moi c'est un projet financé qui était... Donc c'est la métropole européenne de Lille qui finançait de base un projet appelé iconographie numérique. Et dans ce projet, il y avait le financement de 2 doctorants, donc il y a moi en histoire et puis une doctorante en archéologie, et un postdoc en informatique de ce laboratoire. Donc en fait, de base, moi on est venu me chercher en me proposant un sujet, et de base, il y avait cette collaboration qui était mise en place. Mais par contre, c'était une collaboration sur papier. Enfin, clairement, on parlait de répondre à des appels de projet. Là, l'université avait répondu à l'appel, il a eu le financement. Mais après, en fait, concrètement, il a quand même fallu que... Voilà, donc il y a quand même des contacts à mettre en place. Je vais régulièrement les voir, j'apprends à parler leur langage et j'essaie de respecter ce que je fais. Mais c'est vrai que c'est... Enfin, je veux dire, l'informaticien avec qui je travaille, chaque fois quand il me parle de la citadelle, il me dit la grosse étoile. Et ben oui, c'est vrai, c'est une grosse étoile. Et on parle pas du tout... Et comme lui, il me parle de langage informatique, je comprends pas ce qu'il me dit. Donc, enfin... À la fois c'est hyper intéressant et hyper enrichissant, mais à la fois il y a un temps d'adaptation et d'apprendre simplement à communiquer. Et c'est vrai qu'au début c'était un petit peu compliqué, puis maintenant ça s'est vraiment mis en route, mais ça a mis du temps. Mais de base c'était compris dans le package, on va dire. Il y a aussi de fond qui a...